Alors, il s'agit ici de la correction du TP sur l'histoire géologique des Alpes, telle que nous l'avions fait en TP en cours. Cette première diapositive correspond à un extrait de la carte géologique des Alpes, mais simplifiée, où on voit différentes couleurs. Ce qui ressort tout de suite, c'est le sens de la déformation, qui est de l'est vers l'ouest, et on voit bien la limite entre les Alpes dites internes et les Alpes dites externes. Elles passent un petit peu à l'est de Briançon. Ce que l'on remarque notamment, c'est la présence à l'est de ce qu'on appelle les massifs cristallins internes, comme Dora Mera et le Grand Paradiso, qui correspondent à des morceaux du socle qui ont été déformés et mis à l'affleurement lors de la compression. Et autour, on retrouve des terrains sédimentaires, dits zones des schistes lustrés piémontais et nappes de la brèche piémontais externe. Dans cette zone, on retrouve le Keras et le Viso notamment, qui, si vous en souvenez, correspondaient à des zones où on retrouvait des métagavos à schiste bleu et des éclogites, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Un petit peu à l'ouest, dans la zone de Briançon, dit domaine externe, qui est le début du domaine externe, à l'est de Briançon se trouvait le massif du Chenaillet, que nous avions étudié comme étant une zone où la lithosphère océanique charriée en surface, ophiolite, était très peu métamorphisée, quasiment pas métamorphique, d'où un exemple de la présence d'un océan ancien. Lorsque l'on s'éloigne de cette zone interne, eh bien on retombe là encore sur des massifs cristallins externes, comme les écrins, le Pelvoux, le Rousse, le Beldon, etc., qui sont en rouge sur la carte, qui sont là encore des morceaux du socle cristallin d'âge hercynien qui ont été déformés et mis à l'affleurement. Et puis on retrouve un tas de terrains sédimentaires d'âges différents, de moins en moins déformés au fur et à mesure que l'on va vers l'ouest de la carte. Alors, les témoins de l'histoire alpine, d'après les éléments vus dans ce TP, se retrouvent avec un premier arrêt à Sassenage, où on voyait que les couches des roches semblaient effectivement plissées et déformées. On voit très bien la présence d'un pli sur cette première diapositive, correspondant à un paysage. Que l'on affiche la carte de cette même zone, eh bien on voit qu'il n'y a pas seulement un pli, mais on parle d'un pli-faille. Et on voit apparaître en rouge ici effectivement cette faille qui correspond à une faille inverse, puisqu'on voit que la zone qui est à gauche ici de la carte eh bien, passe par-dessus la zone qui est à droite. On peut parler donc de chevauchement, de pli-faille, tout ceci s'explique par de la compression. On a donc bien l'idée que la déformation a bien été ici de la gauche vers la droite, c'est-à-dire en fait de l'ouest, pardon, de l'est vers l'ouest. Et on peut aussi montrer que des terrains plus âgés reposent ce qu'on appelle en discordance sur des terrains plus jeunes. Il y a donc ici une discordance, un non-respect de la chronologie que l'on pourrait éventuellement dater. Alors ici, une vue de la région de Sassenage grâce à Google Earth, où on voit que c'est une zone qui est dans une vallée, et on voit les massifs un petit peu, voilà, des modélisations ajoutées avec la carte géologique par-dessus le Google Earth pour montrer qu'il y a effectivement des séries de terrains qui reposent en discordance les uns par-dessus les autres sous forme d'écailles de croûte qui ont été charriées, déplacées. Voilà. Il s'agit ici, notons-le quand même, d'une compression qui ne touche que la couverture sédimentaire. Donc, ça ne concerne que les terrains, pas le socle. Pour retrouver une compression qui implique le socle, il faudra aller un peu plus à l'est au niveau des massifs cristallins externes. Arrêt numéro 2, au niveau du Galibier, là, les terrains, on voit nettement que les terrains du Trias reposent via ce qu'on appelle un contact anormal par-dessus le terrain du Crétacé. Et lorsqu'on reprend l'échelle des temps géologiques, on se rend compte que le Trias est bien antérieur au Crétacé, donc le terrain du Trias beaucoup plus âgé repose en discordance sur les terrains du Crétacé. Voilà, terrain plus âgé sur les terrains plus jeunes. Donc ça, c'est pas normal. On parle d'un contact anormal. C'est un grand chevauchement. C'est à une échelle beaucoup plus importante que la notion du pli de faille. Et une discordance qui repose en discordance encore une fois sur le Crétacé et le Jurassique, qui sont eux dans l'ordre,
Et ce Crétacé et ce Jurassique reposent à leur tour en discordance sur les terrains du Tertiaire qui sont plus récents. On est à la limite ici entre les Alpes internes et les Alpes externes, avec un grand chevauchement qu'on appelle le chevauchement pénique, qui marque, là vous voyez, la limite entre les Alpes internes et les Alpes externes. Donc là on a 3 écailles, avec le plus âgé en haut, les terrains du secondaire au milieu et les terrains du tertiaire en dessous. Donc 2 chevauchements, 3 écailles de croûte les unes par-dessus les autres. Donc on a bien l'idée d'un épaississement vertical et d'un raccourcissement horizontal. Voilà. Donc, ce massif illustre parfaitement la limite entre les Alpes externes, où la déformation se limite à la couverture sédimentaire, et les Alpes internes, où la déformation est bien plus forte et affecte le socle cristallin qui est d'âge hercynien. 2 contacts anormaux qui permettent de noter l'importance de la collision, vu que les 3 nappes s'empilent les unes par-dessus les autres. Ceci est encore une fois un marqueur de la collision. Ensuite, les roches du Chenaillé. On commence avec les radiolarites. Alors, je vous lis un peu l'explication. La radiolarite est une roche sédimentaire qui s'est formée en milieu marin très profond par l'accumulation alternative de tests siliceux de radiolaire et de boue argileuse. Pour former de la radiolarite, les coques des radiolaires doivent être préservées et la coque rejoint rapidement les couches d'eau profonde où il n'y a plus de dissolution de la silice. Le taux de dissolution est très élevé à la surface alors qu'il est quasi nul en profondeur. Elle tombe sur le fond de l'océan où elle va sédimenter. Pour sédimenter de la radiolarite, il faut être en dessous d'une certaine profondeur qui correspond à ce qu'on appelle la CCD. Et la CCD actuelle, elle est à environ moins 5 mm pour l'océan Atlantique et à peu près moins 4 mm, on suppose, pour l'océan Pacifique. Sinon, la grande quantité de tests carbonatés des autres organismes planctoniques masque la présence des coques siliceuses des radiolaires. Donc on a bien ici un marqueur d'un océan extrêmement profond. On ne retrouve pas en fait de sédiments calcaires parce qu'ils se sont dissous en cours de route. On a un océan profond dans lequel on n'a pas de sédimentation de roches carbonatées, mais de roches siliceuses qui nous attestent un océan profond. Autre chose, le massif du Chenaillet avec ses roches magmatiques ou phyolithiques qui sont dans l'ordre une série qui correspond à une lithosphère océanique. On voit au niveau du domaine 3 des basaltes qui reposent sur le domaine 2 des gabbros qui reposent eux aussi au niveau du domaine 1 sur de la lithosphère qui est métamorphisée ici, donc des péridotites métamorphisés qu'on appelle des serpentinites. Donc on a bien ici une série correspondant à la sphère océanique. Les sédiments qui seraient au-dessus correspondent finalement aux radiolarites qu'on a vu juste avant. Donc on a vraiment un morceau de croûte océanique, de lithosphère océanique avec le manteau supérieur appauvri qui correspond à nos péridotites serpentinisées qui repose sur de la croûte continentale. Donc ce morceau de lithosphère très peu métamorphique a échappé à la subduction par l'immunophiolite. Donc cette lithosphère océanique, elle atteste le fonctionnement d'une dorsale océanique. Et bien, donc une expansion océanique liée aux océan profond, rappelons-le, qui était certainement comparable à ce que peut être l'océan Atlantique aujourd'hui. Donc un véritable océan profond, avec des roches caractéristiques de cet environnement profond. Ensuite, pour les arrêts 5 et 6, notamment le Keras et le Mont Viso, eh bien, au niveau du Keras, on retrouve des roches qui sont caractéristiques d'un domaine de pression-température qui signe un tout début de passage en subduction. Ce sont des métagabbros à glaucophane. Le glaucophane se forme, on va dire, à partir du pyroxène et du phosphate et d'autres minéraux caractéristiques d'un début de métamorphisme. Il se forme dans un domaine de pression-température assez précis, c'est-à-dire une température relativement faible, mais une pression qui commence à augmenter, qui montre le début de plongement d'une lithosphère océanique, un début de passage en subduction, tel qu'on peut voir sur ce schéma. Donc le domaine de stabilité du glaucophane, eh bien, il se trouve ici à peu près, on va dire, 15, 20, 25, 30 km de profondeur, ce qui n'est pas une situation normale pour une lithosphère océanique, et on a bien un début de subduction.
Au niveau du viso, sur cet extrait d'observation microscopique, on voit des petits grains un petit peu rosés qui correspondent aux grenats. Et autour, ce minéral un petit peu vert-brun correspond à la jadéite. La jadéite étant un pyroxène de haute pression. Et on peut même voir entre les grains de grenat une auréole de glaucophane. Alors voilà ce qu'on peut supposer comme parcours. Pour avoir un domaine de stabilité du grenat et de la jadéite, voire du glaucophane avec, eh bien, il faut supposer un enfouissement pour à peu près 50 km de profondeur. Donc on est bien sur un morceau de lithosphère océanique qui est passé en subduction à des profondeurs assez importantes. Et puisqu'on peut observer cette roche aujourd'hui, c'est bien qu'elle est remontée à la surface à la faveur de la collision. C'est vraiment une rareté géologique en ce sens, c'est-à-dire un morceau de lithosphère océanique qui a échappé à la subduction. Ça, c'est assez rare. Donc, le Keras et les Viso sont les témoins de la subduction alpine des moins 80 millions d'années, des témoins qui sont des roches qui ont pu remonter à la surface et dont la composition minéralogique témoigne des différentes conditions d'enfouissement. Donc, plus ou moins profond pour les métagabbros agglocophanes du Keras, très profond, subduction profonde pour les éclogites du mont Viso. Enfin, l'arrêt numéro 7 à Lac-Besson montre des structures assez particulières, un petit peu en escalier, et elles correspondent à ce qu'on va voir comme des marches passives. Dans ces marches passives, ces anciennes marches passives, on trouve différentes figures sédimentaires, comme ici des rites de courant fossiles sur la gauche, qui correspondent en fait à des vestiges de ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui comme étant des rites de courant sur un environnement côtier, et à droite, une structure fossilisée qui correspond à des stromatolites, stromatolites étant des traces fossiles de formation de cyanobactéries qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des eaux chaudes et peu profondes, comme dans l'environnement d'Australie, dans la grande barrière de corail de l'Australie. Donc on a ici une signature sédimentaire d'un environnement côtier, marin, peu profond, assez chaud. Ça, c'est à mettre en relation avec la présence de blocs basculés les uns par rapport aux autres, qui sont en fait des zones d'extension vers 220 millions, moins 220 millions d'années, au moment où la lithosphère continentale, anciennement donc cette morceau de Pangée, se rompt, se fracture, et on a la formation donc d'une marche passive avec. Donc les blocs basculent les uns par rapport aux autres, la mer envahit le territoire, la vie s'installe dans cette zone-là avec un environnement donc marin peu profond. Donc on a des marqueurs de ce début d'ouverture océanique vers moins 220 millions d'années. Donc si on refait l'historique un petit peu depuis le début, qu'est-ce qu'on a? On a le rifting avec la dislocation du supercontinent plongé qui est marqué par des traces de marches passives fossiles au niveau de Lac-Besson et d'autres zones comme le Taillefer et autres. Le fonctionnement de la dorsale et la mise en place d'une lithosphère océanique alpine avec les roches du Chenaillet. Une sédimentation océanique d'un océan alpin très profond, ce sont les radiolarites du Chenaillet. La subduction, le début de subduction avec les roches du Keras, et une subduction plus marquée avec les roches du Viso. Et enfin la collision proprement dite, avec des zones extrêmement pincées et une collision très forte au niveau, par exemple, du Galibier, et des zones moins marquées à l'ouest, face à Snage, avec des zones qui sont essentiellement marquées par une compression de la couverture sédimentaire. Voilà, nous avons refait un petit peu l'historique de l'histoire des Alpes, depuis son histoire océanique jusqu'à sa collision.